Diplômé de l'école d'ingénieurs télécom ParisTech, il travaille depuis plus de 30 ans entre la France et le Maroc. Il a occupé des postes à responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En 1992, il rejoint le secrétariat du roi du Maroc, Hassan II, pour œuvrer à la création d'une université qui sera inaugurée en 1995. Il a également fait ses armes au sein de grands groupes tels que Maroc Télécom ou Microsoft, avant de fonder Intelsia en 2005, dont il est toujours PDG aujourd'hui. Intelsia, c'est l'un des leaders de la relation client sur le marché francophone, qui compte plus de 40 000 collaborateurs à travers 17 pays. Le groupe a récemment racheté l'entreprise Coriolis, opérateur français spécialisé dans la relation client, et compte aujourd'hui 4 000 salariés en France, répartis sur une dizaine de sites. Intelsia a fait le pari de réussir à combiner son ambition de développement à l'international avec un véritable engagement sociétal. Le mot d'ordre des dirigeants, avoir un impact positif sur les personnes et les communautés. Le groupe sponsorise des actions locales, favorise l'ancrage territorial et l'inclusion par l'emploi et l'entrepreneuriat. Intelsia collabore ainsi avec de nombreuses associations, start-up et entreprises sociales locales qui œuvrent dans des domaines tels que la santé ou le monde éducatif. J'ai la chance de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Karim Bernoussi. Bonjour. Bonjour. Alors Karim, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que la RSE pour toi ? Est-ce que cela a toujours été une priorité en tant que fondateur et chef d'entreprise ? Alors, je ne sais pas si quand on commence à gérer une entreprise, on fonde une entreprise. Alors, l'entreprise a été fondée en 2000, donc on a plus de 22 ans maintenant, pas 2005. 2005, c'est la marque Intelsia que nous avons installée. Et lorsqu'on gère une entreprise qui est essentiellement autour des people, autour des gens, il est nécessaire, ou la nécessité, effectivement, est d'avoir cette connotation RSE qui est pour moi fondamentale si on veut réussir de manière pérenne dans ce secteur. Lorsque vous voyez une entreprise comme celle-ci, vous avez 40 000 collaborateurs, vous êtes sur 90 sites. La proximité que nous devons avoir avec nos collaborateurs, pour moi, est une priorité. Leur bien-être est une priorité pour faire de sorte à les attirer d'une part, à les garder et à les développer au service de nos clients. Donc pour moi, c'est pas une priorité, c'est un must si on veut être dans ce secteur-là. Ouais, c'est indispensable. Absolument. Et d'une manière plus globale, est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu finalement avec le temps, avec ton parcours et en prenant certaines responsabilités professionnelles ? Alors, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels on peut réfléchir. Quand disons, moi, ça fait à peu près, disons, presque 30 ans, même un peu plus, 35 ans que je travaille. Donc, on converge vers ce qui est le plus, qui correspond à ce qu'on est. Et ce que moi, je suis, c'est essentiellement quelqu'un qui est socialement responsable, très proche de ses collaborateurs. Et je tire mon énergie par rapport à cette proximité et ce qui me rend en retour. Maintenant, notre métier est un métier, comme je disais tout à l'heure, est un métier d'homme, de femme, et on est obligé d'avoir cette sensibilité si on veut travailler dans ce secteur. On ne peut pas travailler dans ce secteur, le développer, si on n'a pas cette, disons, cette connotation socialement responsable, cette fibre, parce que elle est nécessaire. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, énormément d'actions aujourd'hui. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est pour nos collaborateurs. Tout ce que nous faisons au quotidien, tous les efforts que nous faisons au quotidien sont pour le bien-être de nos collaborateurs. Comment leur mettre les meilleures conditions de travail, comment les protéger, parce que quand vous avez des collaborateurs dans une entreprise où il y a 40 000 collaborateurs, il peut y avoir des abus. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ? Donc, toutes nos actions aujourd'hui, après qu'on va retrouver dans la RSE, mais toutes nos actions sont des actions qui sont nécessaires pour développer ce secteur et qui sont innées. Donc je pense, pour revenir à ta première question, c'était de dire, c'est comme une éducation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un, quand il est adulte, à être bien éduqué. Donc c'est quelque chose que nous devons... Alors pour moi, la RSE, c'est quelque chose que nous devons inculquer aux jeunes dirigeants. Peut-être elle doit être enseignée de telle sorte à montrer la nécessité d'être, disons, responsable socialement pour faire de sorte à ce que l'écosystème économique puisse continuer à se développer et donner de la valeur autant aux dirigeants, autant aux actionnaires, autant aux salariés. Donc c'est ces choses-là. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'éducation que nous devons... Et c'est pas quelque chose que nous devons... souvent, j'ai eu des longs débats avec les personnes qui travaillent sur la RSE chez moi, quand ils me ramènent
disons, les différentes notations pour être socialement. Et j'ai toujours cette réaction en disant que pour moi, ça, c'est une conséquence de toutes les actions que nous faisons. Donc, c'est comme si on était câblé RSE et finalement, disons, être compatible, c'est simplement la conséquence de ce que nous faisons au quotidien. Et avant Intelsia, du coup, tu étais déjà engagé quand tu as travaillé à la création de cette université? Alors, c'était une c'était manière de différent, s'engager, non? c'était différent parce que quand je suis sorti d'école, j'étais ingénieur. Donc, ingénieur dans une entreprise française, une SS2I. C'était à l'époque Steria où j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler en France. Et à ce moment-là, c'était de l'informatique. Donc, il y avait pas de disons que cette notion, j'y étais très éloigné. Oui, il n'y avait pas encore cette culture-là. Ouais, absolument. Et quand je suis rentré, par contre, j'ai commencé à travailler avec les gens. En fait, quand j'ai commencé à prendre plaisir à travailler avec les gens, quand je suis allé aux Philippines, dans la fin des années 90, où on a monté un centre de développement offshore sur place. Et j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir disons, de piloter des équipes et de les motiver, de leur donner un sens aux efforts qu'ils font. Donc, toutes ces choses-là, j'en ai pris conscience sans pour autant le mettre en œuvre comme je le souhaitais. Et quand ça a commencé, lorsque effectivement cette fibre est apparue plus, c'est que j'étais DRH. J'étais DRH en fait dans mon parcours. En 95, je deviens DRH dans un ministère. Alors imaginez-vous, en passant par tout ça, dans mon cursus, j'étais DRH et autre chose dans un ministère. Et donc, il a fallu convaincre d'abord des jeunes ingénieurs ou des jeunes diplômés de rejoindre un ministère, donc disons un ministère au Maroc, leur donner envie, les piloter. Et donc, j'ai pris énormément de plaisir. Ça a duré 3 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu l'impact que pouvait avoir. C'est peut-être là le tournant. C'est possible, oui. Et alors, ingénieur qui devient DRH, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que les DRH souffrent généralement chez Intelsia parce que je suis toujours derrière en train de leur proposer des choses ou en train de les embêter sur plein de choses. Donc si vous voulez, je pense être, disons, un dirigeant ou un entrepreneur qui est essentiellement, disons, drivé par le bien-être de ses collaborateurs parce que je pense qu'on peut faire la différence avec les gens plutôt qu'avec les process. C'est très important. Moi, je pense que les gens peuvent transformer les organisations plutôt que l'inverse. Et je pense que quand on établit un climat de confiance avec ses collaborateurs, un climat de confiance avec ses collègues, et on met tous les moyens pour qu'ils puissent se développer, on atteint des résultats extraordinaires. Donc, tu le dis, hein, la culture d'entreprise est particulièrement centrale chez Intelsia. Mais concrètement, comment ça se passe quand on a des collaborateurs partout à travers le monde? Comment on fait pour créer des valeurs communes à tous? Comment on fédère autour de ces valeurs quand on a 40 000 collaborateurs à travers 17 pays? Alors, au début, c'était facile parce qu'au début, quand on était 200, j'allais dire bonjour à tout le monde et je m'assurais que toutes les idées que nous avions, on les voyait sur le terrain. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand en 2005, je reprends la gestion parce que l'entreprise a été créée en 2000, en 2005-2006, j'ai repris la gestion. Et quand j'avais demandé à Youssef, mon associé, de me rejoindre en 2007, je lui ai dit, il avait travaillé avec moi pendant 15-20 ans avant, je lui ai dit que tout ce que nous avons vu ailleurs qui était bien, on va le mettre en œuvre dans cette entreprise, et tout ce que nous n'aimons pas, on va essayer de l'éviter dans cette entreprise. C'est comme ça qu'on a construit cette entreprise. Donc au début, c'était simple parce qu'on avait 300 collaborateurs, 200-300 collaborateurs, 1 ou 2 sites, c'était très facile de s'assurer que les valeurs que nous avions étaient descendues jusqu'à l'agent. Par contre, à 40 000, c'est complètement différent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir s'en assurer? La première chose, c'est qu'on s'est dit, il faut d'abord informer, donner l'information à l'ensemble de la chaîne. Donc, très important. Donc, on a un certain nombre de dispositifs, des town halls, des événements où je rencontre tout le monde. Donc, de telle sorte à donner l'information, les challenges, les trucs, donc d'expliquer ce que l'entreprise fait et où elle va. Deuxièmement, il faut s'assurer que le management porte vos valeurs. Donc là aussi, formation des gens, il y a 5000 personnes qui ont été formées, on a la brand culture qui a été mise en place, donc il y a énormément d'outils qui ont été mis en place et de moyens qui ont été mis en place pour que les gens puissent suivre des formations et nous assurer d'avoir, disons, l'ADN qu'on veut. Alors, quand vous avez aujourd'hui 40 000 personnes, ça veut dire que vous avez à peu près, on va dire, 4 000, 3 000 encadrants internes. Il est très difficile de s'assurer que tous ont les mêmes valeurs. C'est compliqué, donc on fait des checks, on forme et on reforme. Et en même temps, on a mis en place un dispositif d'alerte. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un dispositif d'alerte qui vient directement à mon bureau quand quelqu'un envoie une mail alerte s'il y a un abus,
s'il y a de la fraude, donc je le reçois Ça arrive directement chez chez toi. moi, et que chez moi, avec une personne et deux personnes qui les voient, pour pouvoir éviter, en gardant l'anonymat des gens. Ouais. Et donc, il y a des enquêtes qui sont faites. Donc, tout ça fait qu'on arrive à Ça protéger instaure nos une gens, confiance absolument. aussi, hein. Et en plus de tout Mm. ça, dites-vous que quand les 40 000 collaborateurs ont tous un mail et un chat, et on peut communiquer, tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Et tout le monde peut m'envoyer un chat, et généralement, quand je le reçois, je le réponds. Donc, si vous voulez, tout ça fait qu'on arrive plus ou moins, alors, on n'est jamais parfait, mais on arrive plus ou moins à faire converger les gens vers nos valeurs. Et aujourd'hui, un des soucis que j'ai, c'est de faire grossir l'entreprise tout en gardant son ADN. Mm. Donc ça, Et donc aujourd'hui, au quotidien, mon travail, c'est de faire de sorte à ce que je choisisse les bonnes personnes, c'est que les bonnes personnes portent les bonnes valeurs, c'est que je puisse, par exemple, quand je vais dans tous les sites, alors je reviens d'Égypte, tous les sites où je vais, ben je passe avec eux, je fais des cafés matins où j'écoute les téléconseillers. Dès que je vais, de toute façon, en écoutant les téléconseillers, vous vous rendez compte qu'est-ce qui est mis en place, qui est-ce qui est mis en place localement. Quand on a 95 sites, vous savez, il peut y avoir des petites baronnies qui se sont installées quelque part. Donc, Ouais. et comme on tourne, et avec ce dispositif d'alerte, ce dispositif où on peut chatter avec n'importe qui, ce dispositif d'information qui descend et d'information qui remonte, on peut plus ou moins s'assurer qu'il y a plus ou moins une cohérence. Et enfin, pour finir, une entreprise comme la nôtre se distingue des autres par la qualité de son management intermédiaire. Aujourd'hui, ce qui fait la clé de réussite d'une entreprise comme la nôtre, c'est la qualité de ce management intermédiaire. Ce n'est pas la qualité du PDG ou du DG ou des directeurs, c'est ce management intermédiaire. Et pour ça, comme je vous ai dit, dans de la formation, on a beaucoup de proximité avec eux, beaucoup de proximité, travailler sur la proximité. Même si on est gros, même si on est nombreux, il faut être à côté des gens. Et c'est ça qui va faire la différence entre une entreprise qui réussit et qui reste et une entreprise normale. Oui, j'allais poser justement la question des managers, parce qu'il y en a qui sont parfois un peu réticents à porter des sujets de RSE au sein de l'entreprise. Il y en a qui n'ont pas le temps, tout simplement. Chez vous, ça marche quand même. Ils jouent ce rôle-là, ils jouent le jeu. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, parce que si vous prenez les 5 piliers de la RSE, à part celui qui n'est pas très applicable, éco-responsable chez nous, mais on pourra en reparler après, mais les 4 autres sont, pour moi, essentiels si on veut réussir en tant que manager. Donc, ce n'est même pas une question de leur dire, pardon, vous devez être compliant ou pas compliant, c'est une nécessité. Le bien-être des collaborateurs, pour moi, est essentiel. Si le manager en question ne fait pas en sorte que le collaborateur est à l'aise, il va partir. Donc finalement, vous allez voir que le turnover est important, et donc forcément, ça va revenir sur sa notation et sa perception. Tout le reste, l'ancrage territorial est important. Si vous avez un directeur de site qui est à Abidjan, par exemple, ce qu'il va faire localement va impacter sa marque l'employeur, et va impacter son attrition et les gens qui vont venir et les gens qui vont partir. Donc, si vous voulez, tous les axes de la RSE sont pour moi essentiels, à part, comme je vous ai dit, essentiels pour faire le travail au quotidien. Le dernier, pour moi, éco-responsable, doit être adressé parce qu'on doit sensibiliser les gens que la planète est à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est habitant de cette planète, on ne peut pas simplement l'ignorer. Donc, forcément, même si aujourd'hui on n'est pas gros consommateur, on n'est pas de gros pollueurs, je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie de l'éducation de nos collaborateurs et de nos collègues. Alors, la politique RSE d'une entreprise est en train de devenir indispensable pour fidéliser et attirer les talents. On le voit, les entreprises ont de plus en plus de mal, quelle que soit leur taille d'ailleurs, à recruter et à garder les talents. Comment est-ce que vous faites chez Intelsia pour recruter et pour fidéliser? Est-ce que vous avez des programmes pour favoriser la mobilité, les promotions internes, pour faire en sorte que les gens aient, on va dire, un avenir dans le groupe et pas de plafond de verre? Est-ce que c'est en place, ça? En fait, c'est un gros. Là, je peux développer pendant des heures là-dessus, parce que c'est essentiellement ce qu'on fait. Si je reprends mon job, en fait, mon job, c'est plus de 50% essentiellement sur des problématiques RH. Et sur comment faire de sorte à ce que notre métier soit mieux perçu. Ça, c'est le problème que nous avons. C'est aujourd'hui, pour les jeunes talents qui veulent venir chez Intelsia, centre d'appel, c'est pas sexy, c'est pas vous payez au minimum, ainsi de suite. Donc il faut d'abord redonner à ce secteur-là, c'est l'aide de noblesse, je vais dire, mais surtout donner envie aux gens de venir. Donc il faut expliquer ce qu'apporte ce secteur aux jeunes. Alors, je vais parler à différentes étapes. Pour les téléconseillers ou pour les agents lorsqu'ils rentrent, ce qu'on dit, c'est que ce métier-là est un métier qui... rares sont les métiers où vous pouvez évoluer aussi vite que dans un métier comme le nôtre.
Je m'explique. Quand vous êtes, en fait, vous pouvez rentrer sans qualification, grande qualification. C'est comme un métier de deuxième chance. Vous rentrez, vous pouvez être téléconseiller pendant 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans, vous allez être promu. Comme la boîte se développe, vous allez être promu. Vous pouvez gérer une équipe de 12 personnes, 15 personnes. Donc ça, vous avez 26 ans. À 28 ans, vous pouvez gérer une centaine de personnes. Et avant 30 ans, vous pouvez gérer à peu près 500, 800 personnes. Rares sont les métiers où vous allez être, disons, confronté à des problématiques de management comme celle-ci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un jeune rentre, nous, ce qu'on lui dit, vous allez soit évoluer dans l'entreprise et vous allez bénéficier de la croissance de cette entreprise et donc vous allez vous développer. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a dans notre comité de direction élargi, on a 2 téléconseillers qui ont commencé téléconseiller. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui la patronne de l'Égypte qui gère 1500 personnes, qui gérait avant 3000 personnes au Maroc, est un ancien téléconseiller. Donc l'ascenseur social existe fonctionne. absolument, oui, il fonctionne Alors, absolument. C'est important de le dire. Donc, Ouais. donc, ce que je leur dis, c'est que quand un agent rentre, il est dans ce secteur qui est très difficile, on sait que c'est difficile, il évolue dans l'entreprise. La deuxième chose, s'il n'évolue pas dans l'entreprise, on va lui apprendre d'une part à venir à l'heure, à gérer une planification qui est difficile, on va lui apprendre à être productif, à gérer des KPI compliqués, on va lui apprendre à gérer un client difficile, à parler, et on va lui apprendre à gérer son stress. Donc, il va apprendre. On le forme, On le forme, il prend des skills de manière... Donc, pour moi, soit il évolue dans l'entreprise, et j'espère que tous ne pourront pas le faire, mais j'espère que le maximum évoluera, soit ils partiront ailleurs, parce qu'on ne veut pas qu'ils restent pendant 10 ans en train de prendre des appels. Donc, pour moi, venir chez nous, c'est effectivement... Et donc, c'est ce qu'on explique, et pour donner un peu un sens aux gens qui rentrent et aux efforts qu'ils vont faire. Par contre, quand vous voulez ensuite avoir, et c'est ça la problématique, une entreprise, si vous voulez bien qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit diverse aussi. Et on s'est dit, on ne peut pas garder que des gens qui évoluent dans l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont téléconseillers, qui évoluent. Donc, il faut que je puisse avoir du management qui vient d'ailleurs, des gens avec d'autres horizons. Donc, on a monté des programmes Talent Academy où je vais puiser directement dans les grandes écoles des jeunes et je vais les faire apprendre le métier, je vais les faire faire de la production, de telle sorte à ce que ça soit mes prochains managers pour mon développement. Et donc, ça, on a mis en place la Talent Academy. En même temps, on a un programme IPO dans lequel je forme les gens qui ont commencé téléconseiller avec un beau potentiel pour leur donner des formations complémentaires et pour évoluer également à des postes de direction. Et tout ça, ce sont des programmes que nous mettons en place pour d'une part attirer les gens, les garder, les développer, qui fait que demain, si on ouvre un site dans un nouveau pays, que je puisse avoir des talents qu'il faut pour aller et surtout transmettre les valeurs de l'entreprise. Alors, le télétravail, on sait que c'est un outil clé du bien-être des collaborateurs, que ça compte justement aujourd'hui pour les attirer, parfois pour les garder. La crise du Covid a fortement accéléré sa généralisation. Comment ça se passe pour un groupe comme le vôtre? Est-ce que c'est compatible avec vos activités, le télétravail? Alors, avant le Covid, pour moi, ce n'était pas compatible. Donc, le Covid a ouvert des voies et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on peut exercer notre métier en travaillant à distance. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'ensuite, maintenant, la réflexion se pose, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que le télétravail doit faire partie intégrante de ce qu'on propose, du dispositif qu'on propose à nos salariés? Donc, il y a 2 problématiques. La première problématique, c'est que moi, je pense que le lieu de travail est important. Ça, c'est ma conviction personnelle, parce que venir au travail fait partie de la vie. Et aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui sont derrière leur portable ou derrière leur truc, si en même temps vous leur dites rester chez vous, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on forme, les générations de demain, qu'est-ce qu'elles seront. Deuxièmement, souvent, on rencontre ses amis au travail. Ses amis, sa femme, ainsi de suite. Et donc ça, je pense qu'il faut le préserver. Alors maintenant, il faut l'aménager. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de proposer aujourd'hui à nos salariés, c'est effectivement des aménagements. Et en fonction des clients et des contraintes des clients. Parce que oubliez les fonctions de support que nous pouvons. Alors aujourd'hui, pour les fonctions de support, on a plus ou moins donné 1 jour de travail, 1 jour de télétravail et qui doit être, disons, managé par les directeurs concernés en fonction de la réalité. Par contre, quand vous êtes en fonction de production, vous avez des clients qui ne souhaitent pas que les gens soient en télétravail. Donc, il faut qu'en tant que dirigeant ou en tant que directeur d'un site, il faut que vous gériez 2 collaborateurs, un qui peut aller en télétravail parce que le client le souhaite et l'autre qui ne peut pas. Et pourquoi le client ne le souhaite pas? Parfois, il ne le souhaite pas parce que vous avez des problématiques de sécurité. Aujourd'hui, par exemple, on a des clients pour lesquels on prend des cartes de crédit et donc ça, on ne peut pas le faire à home. Donc, on est obligé de le faire. Donc, alors, vous vous rendez compte que juste en gérant les ressources, vous allez avoir un collaborateur qui peut et un collaborateur qui... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas légiférer sur ce truc-là.
sur ce dispositif, il faut le gérer en bonne C'est du cas intelligence. par cas. Voilà, en bonne intelligence Ouais. et en expliquant et en faisant des rotations pour les gens pour qu'ils puissent bénéficier de un jour, 2 jours, en fonction des contraintes. Alors pour rester sur la thématique de la crise sanitaire, vous expliquez dans votre ouvrage avec ton associé que parler de la crise sans parler de solidarité serait un traitement incomplet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle a été l'implication de l'entreprise durant cette période exceptionnelle qu'a été le Covid? Alors Comment vous au vous êtes début, impliqué? franchement, au début, alors c'est marrant parce que au début, en fait, fin février, lorsqu'il commençait à en parler, pour moi, je prenais ça un peu à la légère, pour ne rien te cacher. Je me suis dit, bon, tranquille. Après, je voyais que quand la tension commençait à monter essentiellement en France, où le directeur France me disait, Karim, il faut on prépare les ordinateurs, on va essayer de voir le télétravail et tout. Donc à ce moment-là, on a mis en place une cellule qui a vu un petit peu déjà l'expérience de la France. Ensuite, on l'a appliqué sur les différents pays, puisque la France a été touchée la première. Donc, on a mis en place un dispositif déjà, l'État français avait commencé à dire qu'ils allaient prendre en charge un certain nombre de choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Intelsia, la France représentait peu par rapport à tout ce qu'on avait par ailleurs, et par ailleurs, il n'y avait pas de protection. Première chose qu'on a faite, c'est que j'avais demandé une évaluation pour voir un petit peu l'impact financier que ça allait avoir sur l'entreprise. Donc, les premiers chiffres que j'avais étaient alarmants, mais malgré ça, on s'est dit, écoutez, premier statement qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, l'entreprise a gagné de l'argent, elle s'est développée pendant 10 ans, plus de 10 ans. Donc là, il faut qu'on soit solidaire. On a garanti la sécurité financière à l'ensemble de nos collaborateurs, quel que soit X. C'est-à-dire, on leur a dit, vous ne vous inquiétez pas, vos salaires vous seront donnés tout le temps pendant la crise. Donc, juste, on va se prendre le temps de voir comment on va adapter ça. Donc ça a beaucoup... disons, sécuriser des collaborateurs qui étaient dans les différents pays. Alors, à ce titre-là, j'avais même fait un live sur Facebook où tout le monde pouvait intervenir parce qu'il y avait une panique à ce moment-là. Bien Fin sûr. mars, il y avait vraiment, les gens étaient en mode panique. Donc, ce que je me suis dit, au lieu de faire simplement une communication, on va faire un live et les gens vont commencer à poser les questions pour vraiment les sécuriser, leur dire ce qu'on va faire, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Donc, ça a été fait. Donc, première chose, sécuriser les gens. Ensuite, on leur a dit, sécurité sanitaire. Donc, on n'a pris aucun risque pour faire venir les gens sur les sites. Donc, on a mis en place tout ce qu'il fallait mettre pour la protection de nos salariés, les masques, ainsi de suite. Donc, ça a été sécurité financière, sécurité sanitaire. Et ensuite, on a mis en place une équipe pour travailler, pour voir comment qu'il y ait le moindre d'impact sur les clients et sur l'entreprise. Et donc, petit à petit, on a mis, en 3 semaines, on a mis 10 000 personnes en télétravail. Donc, 10 000 personnes, ça veut dire sans sortir aucun ordinateur de la boîte. Donc, on est parti chercher les fournisseurs et on a donné des crédits gratuits pour que les collaborateurs puissent récupérer des ordinateurs. On a mis en place les liens télécom. Et chaque matin, je me rappelle, pendant la crise, chaque matin, c'était à 10h ou 11h, on avait cette réunion avec l'ensemble pour voir et on voyait chacun où il avançait par rapport aux gens qui étaient en télétravail. Donc, ça a été pour moi une formidable expérience de solidarité entre les gens. Ça a été pour moi une formidable, disons, preuve de solidarité de l'entreprise envers ses forces vives. Ça, c'était important. Et d'ailleurs, je l'ai reçu, on le recevait après. Les témoignages que nous avions étaient superbes. Donc, ça prouve qu'effectivement, tous les efforts, même les gens, tous les efforts qu'ils avaient faits au sein de l'entreprise, ils avaient eu un retour par rapport, effectivement, par rapport aux actions que l'entreprise a pu mener. Donc voilà, et au bout de 3 mois, l'entreprise a eu la même activité, l'activité est revenue normale, sinon plus. Et donc, je pense qu'il ne devrait pas le dire, mais le Covid a plus été bénéfique pour l'entreprise que... Oui, après, ça dépendait des secteurs. Ouais. Pour parler un peu de la diversité, j'ai reçu il y a 2 semaines à ce micro Leïla Grison, qui est directrice diversité, équité et inclusion chez Publicis, qui nous expliquait en quoi la politique en faveur de la diversité est un moteur de performance pour l'entreprise. Est-ce que tu partages cette conviction, ce constat? Est-ce que tu vois ce lien entre diversité et performance chez Intelsia? Oui, je pense que la diversité au sens large. Au sens large, Ouais, absolument. tout à fait. Diversité, la diversité, c'est... toutes les diversités. Absolument. En fait, Alors voilà. aujourd'hui, par exemple, si vous me parlez de la diversité, là où je la vois, elle est essentielle, c'est diversité des genres, diversité des expériences. Aujourd'hui, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on veut qu'une entreprise soit performante,
il faut qu'elle ait une diversité des regards et des expériences. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai fait très attention à cela lorsqu'il fallait recruter les différents cadres que j'avais dans l'entreprise. Diversité des nationalités et des cultures, ça c'est très important parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas diriger une entreprise comme aujourd'hui. Nous, on est sur 17 pays, demain avec une ambition sur une quarantaine de pays. Avec soit on est focus French focus ou Moroccan focus ou French speaking focus, on va dire. Donc il faut que vous ayez dans vos dirigeants des gens qui ont un regard différent, une culture différente, qui vous permettra d'appréhender les choses de manière complètement différente. Donc c'est ces trois diversités pour moi vont apporter énormément de richesse à l'entreprise. Et alors aujourd'hui, lorsque vous voyez l'entreprise, la diversité au niveau des genres, elle est acquise. Non pas parce qu'il y a des actions qui sont prises par mais aujourd'hui, on a un comité de direction qui est... C'est ce que j'allais venir au sujet des femmes, du coup, chez vous, le COMEX ou le CODIR. COMEX, c'est 6 femmes, 5 hommes. D'accord. Donc, et je n'ai pas l'intention de recruter un homme maintenant pour essayer d'équilibrer. Donc, si demain c'est un homme, c'est tant mieux. Si c'est une femme, c'est tant mieux. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous recherchons. Mais au niveau des fonctions managériales, alors, si vous reprenez, vous descendez juste un peu plus bas, les N-1 des directeurs du COMEX, on est à 40% de femmes. D'accord. Et si vous allez dans toutes les fonctions de management à partir du téléconseiller, vous avez presque une parité. Donc, si aujourd'hui, sur quoi on fait attention? Un, c'est que, alors ça c'est by design, Intelsia est complètement diverse au niveau des genres. Il n'y a aucune différence entre le fait que quand je recrute un homme ou une promotion, les promotions sont complètement transparentes, puisque de toute façon, les managers sont complètement divers, donc vous allez le retrouver à tous les niveaux. Donc ça, c'est un vrai plus et ça nous donne une vraie force. Et ça, c'était une volonté de ta part. Je veux dire, tu as fait un effort sur ce sujet de la parité ou Non, les femmes sont plus brillantes que tout simplement. S'il y en a 6, c'est qu'il y en a... c'est que ce sont les meilleures. Exactement. Et on n'a pas mis comme femme DRH, dire comme, donc, comme dans certains cas, notre DRH est un homme. Donc, vous voyez, non, c'est parce qu'on a des femmes talentueuses dans l'entreprise et honnêtement, ces femmes-là sont exceptionnelles. Elles sont très attachées à l'entreprise, elles sont brillantes, elles sont très performantes dans la gestion des people et dans la gestion financière. Elles sont terribles dans la gestion financière et dans la négociation. Donc, c'est un plus que j'ai chez Intelsia et que je préserve avec jalousie. Maintenant, la diversité, là où on n'est pas très bon, c'est la diversité au niveau du commerce, au niveau des nationalités et des cultures. Donc ça, j'y travaille. Donc dans le cadre du développement de l'entreprise, on aura de plus en plus de nationalités. Aujourd'hui, dans le commerce, on a peut-être 4 nationalités. Je pense qu'il en faut plus. Il faut moins de Français, moins de Marocains. Donc ça, on y travaille petit à petit. Mais le siège étant à Casablanca, c'est un peu plus compliqué. Et dans la diversité, il y a aussi la question du handicap. On n'en a pas encore parlé. Ça, est-ce que vous avez des choses en place? Alors, je ne vais pas vous dire, moi j'aime bien être direct sur ces choses-là, je ne vais pas vous dire on a une priorité qui est sur le handicap. Non, on a de la diversité au niveau de l'handicap qui est faite aujourd'hui réglementairement en France. On a un dispositif et donc ça, on l'utilise. Aujourd'hui, on a des personnes sous handicap qui travaillent dans l'entreprise. Au Maroc, on n'arrive pas à le faire. Parce qu'il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas quelque chose pour accompagner, disons, le recrutement, l'identification. Et donc ça, on n'est pas bon là-dessus. Donc, concernant par contre, il y a une diversité au niveau pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, les personnes, les seniors. Donc ça, on a énormément de choses en France, par exemple, qui sont mises en place. Aujourd'hui, on ouvre à l'ensemble. Comme je vous ai dit, nous, on est l'école de la deuxième chance. On ouvre effectivement toutes ces possibilités à ces jeunes. Alors, par exemple, aujourd'hui, on est en Ardennes. On est des premiers employeurs en Ardennes. On est premier employeur privé à Dreux. Là où on va, on veut impacter, donc on veut être suffisamment gros pour pouvoir que notre marque soit installée et on essaie d'attirer des personnes. Et aujourd'hui, les seniors sont d'excellents agents. C'est ce que ils j'allais sont dire fidèles. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes, mais les seniors, c'est un vrai sujet aussi. Les seniors sont... Alors aujourd'hui, on a des seniors qui sont dans nos différents sites français, donc ça, c'est important. La dernière fois, sur un des sites, je crois que c'était un site je crois en province, une femme qui était mariée, qui a repris son travail après à 40 ans, donc qui était agent et qui m'expliquait un petit peu ce qu'elle faisait. Et donc on sent, et c'est des personnes qui ont
ils ont des soft skills qui sont parfaites, ils ont un excellent, ils savent gérer le stress lorsqu'ils prennent en charge des clients, et c'est des personnes qui sont fidèles à l'entreprise. Donc ça, c'est des vrais plus que nous pouvons avoir, tant au niveau des seniors, des gens qui sont éloignés de l'emploi, à qui vous donnez une deuxième chance, qui vont saisir cette chance et ils vont la prendre. Donc ça, c'est des choses que nous faisons, qui ne sont pas suffisamment structurées, mais que nous devons effectivement développer. Donc il y a un vrai lien entre diversité et performance. Absolument, tout à fait. Alors, le groupe Intelsia a obtenu le label international Human for Client, attribué par l'Institut national de la relation client pour ses engagements RSE. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en quoi consiste ce label? Ce label a été, comme je vous ai dit, je ne vous cache pas que les efforts qui sont faits pour la RSE sont une nécessité pour l'entreprise pour se développer et pour pérenniser tous les efforts que nous faisons et pour le bien de nos collaborateurs. Aujourd'hui, certains clients ont demandé ce label et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis ce label. Ce n'est pas simplement pour avoir une médaille, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une demande et je pense que c'était une bonne initiative pour certains grands groupes français demander d'avoir ce label pour pouvoir postuler et répondre aux appels d'offres que ce donneur d'ordre se lançait. Et donc, c'est dans ce sens-là où on a mis en place Donc, aujourd'hui, on a une notation qui s'améliore. On était 2 étoiles, on est passé à 3 étoiles. Donc, et ça permet à l'entreprise également de structurer son approche RSE. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, énormément de choses sont faites, mais pas forcément structurées et disons, mesurées et diffusées. Donc ça nous permet un petit peu disons, d'organiser nos équipes pour qu'elles puissent mesurer un petit peu ce qu'elles font. Et c'est un vrai plus pour l'entreprise. Alors, votre politique d'engagement repose notamment sur l'ancrage territorial et la solidarité avec les communautés locales. Comment est-ce que vous faites au sein de l'entreprise pour créer de la valeur économique et sociale dans les pays où vous vous installez? Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions concrètes que vous menez sur le terrain pour avoir un impact positif? Alors ça, c'est exactement le why de l'entreprise. Donc quand je vous disais tout à l'heure, pourquoi on court, pourquoi on va de pays en pays, pourquoi en fait on se donne autant pour cette entreprise, c'est parce qu'on impacte notre environnement, on impacte les communautés. Quand vous arrivez dans une ville comme Thiès au Sénégal, vous amenez 500 emplois, c'est 500 familles qui vivent, c'est 500 familles à qui vous donnez de la dignité, c'est 500 familles qui gardent leurs enfants à côté de chez eux. Donc tout ça, pour moi, a un sens. Et aujourd'hui, là où on va, on essaye d'apporter ces emplois, des emplois qui sont au début, qui peuvent paraître non qualifiés au début, mais on apporte vraiment des opportunités aux jeunes de ces différentes communautés pour grandir, et surtout pour grandir là où ils sont. Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, on est en train de développer également la partie IT. Donc, dans le cadre de la diversification de nos métiers, on a aujourd'hui, à titre d'exemple, 500, 600 ingénieurs aujourd'hui qu'on a commencé à Casablanca. Et demain, ces ingénieurs, on va aller les recruter dans les différents pays où nous sommes. Donc, au lieu de prendre ces ingénieurs, de les déraciner de là où ils sont, de les amener en France, de les amener au Maroc, on va les laisser là où ils sont et on va leur donner des jobs avec des bons salaires pour qu'ils restent chez eux. Donc, voilà un petit peu. Et ça, on le fait dans les pays d'Afrique, mais on le fait en France. Aujourd'hui, par exemple, dans la région, dans les Ardennes, on a créé 500 emplois, mais on est là-bas. Les gens restent chez eux, peuvent rester à Sedan, à Charleville-Mézières, n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour avoir un job, et en même temps peuvent évoluer dans l'entreprise. Et l'entreprise va leur permettre, dans le cadre de la mobilité, énormément de choses. Des mobilités, même en restant géographiquement là où ils sont. On peut être, par exemple, à Charleville-Mézières, commencer téléconseiller. Ensuite, on peut avoir une fonction corporate et basée à Charleville-Mézières avec le télétravail en se déplaçant de temps en temps. Donc, c'est ces choses-là qui, pour moi, ont un sens. C'est ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, au quotidien, on veut continuer à développer notre présence pour apporter ce sourire aux gens qui travaillent chez nous. Alors, on va parler un peu du monde associatif. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'engagent et travaillent avec des associations. Est-ce que c'est le cas d'Intelsia? Est-ce que vous accompagnez certaines associations, certains combats? Il me semble que vous êtes partenaire de l'association de lutte contre le sida et que vous participez au SIDAction au Maroc depuis 2008. Absolument. Alors, nous, la seule chose qu'on demande pour les... Alors, il y a, dans le cadre du pilier solidarité de la RSE, on a un certain nombre d'actions qui sont proposées par l'entreprise et on donne souvent... disons, le leadership au niveau de chacun des pays. Parce que vous ne pouvez pas décider à partir de Casablanca à Paris ce qui va se passer à Bogota ou autre. Donc, énormément. Donc, on leur demande. Donc, par contre, ce qu'on leur demande, c'est que ça soit volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bénévole.
Donc, quand on fait par exemple le site d'action, quand il y a les 200 personnes qui répondent au téléphone le soir qui restent, et ces personnes ne sont pas payées. On leur demande les gens qui veulent. Personne n'est obligé de le faire. Et donc, pour montrer qu'effectivement, que nos collègues sont vraiment engagés dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a aussi des vagues de solidarité quand il y a des grands froids, par exemple au Maroc, quand il y a l'hiver, donc dans les montagnes, les gens souffrent énormément parce qu'ils ne sont pas chauffés et tout. Donc on a on organise des déplacements de collaborateurs qui vont apporter des couvertures, qui vont apporter un certain nombre de vivres à ces populations qui sont dans les montagnes. Donc ça, c'est des choses qui sont faites de manière, disons, comme je vous ai dit, bénévole par nos collaborateurs. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est des choses à qui on donne chaque pays à l'initiative disons, de ces activités, et on essaie de les encourager dans le cadre d'une initiative qu'on avait appelée les Vendredis solidaires, où les Vendredis solidaires, il y avait des choses qui ont été données pour les associations. Et le Vendredi solidaire, c'est dans tous les pays? Absolument. En fait, on avait commencé, et donc après, on l'appelle Vendredi solidaire, ou quoi. C'était choisir juste un jour et de dire c'est le truc solidaire, et on essaie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui commencent, et ensuite, on essaie de les diffuser dans l'ensemble des pays. D'accord. Et donc, le soutien à toutes les formes de vulnérabilité, on sait que ça fait partie de vos combats, l'éducation des enfants, la santé. Du coup, c'est plusieurs domaines dans lesquels vous vous engagez, l'entreprise s'engage. Est-ce que tu penses que ça ne vient pas nuire à la lisibilité de la politique RSE qui est mise en place? Est-ce qu'il ne faut pas choisir un peu plus, cibler un peu plus ces combats? Moi, je pense que au niveau du groupe, il faut s'attaquer aux 5 piliers, comme je vous ai dit, et essentiellement tout ce qui est lié aux people. Est-ce que tu peux nous citer ces 5 piliers? Alors, là, tu es en train de me... Je te fais un test. Non. Alors, le pilier, c'est le bien-être des collaborateurs. Ouais. C'est impacter l'environnement local, la communauté. C'est l'éthique, dont je parlais tout à l'heure avec MyAlert. C'est l'éco-responsable. Et comme d'habitude, j'oublie toujours le 5e. C'est lequel, le 5e, si tu m'écoutes? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Non, il y a un 5e. Le bien-être des collaborateurs. Alors, on a dit le bien-être des collaborateurs, le éco-responsable, l'éthique, les communautés. Les communautés. Il y en a un il reviendra tout à l'heure. Bon, il reviendra, d'accord. Donc, on va parler peut-être un petit peu du pilier environnemental, justement. C'est un sujet dont on parle énormément depuis l'été dernier. On n'a jamais autant parlé de sobriété énergétique. Est-ce que tu peux me citer 2 ou 3 mesures concrètes que vous avez prises chez Intelsia pour réduire votre impact carbone et peut-être pour aussi encourager vos collaborateurs dans cette démarche? On n'est pas top là-dessus. On n'est vraiment pas top là-dessus parce que la priorité a été donnée sur les autres piliers dont je vous avais parlé, dont je t'ai parlé, qui sont pour moi nécessaires et qu'on peut inculquer plus facilement. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites. Quand je dis on n'est pas terrible, mais il y a des choses qui ont été faites dans le cadre de, disons, réduction de la consommation, dans ce qui était les déchets, disons, le traitement des déchets. Ouais. Donc ça a été fait dans les différents sites, et en même temps, on utilise très peu de papier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imprime plus, donc il y a énormément de choses qui sont faites dans ce sens-là, où il y a même plus, je pense qu'on a réduit de manière très importante, mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, a été développé de manière importante parce que notre secteur, notre entreprise ne sont pas des gros consommateurs dans ce sens-là, d'accord? Donc on a plus mis disons le poids sur les autres. Et d'ailleurs, ça me ramène à une réflexion où on se dit aujourd'hui, lorsqu'on note une entreprise par rapport à son empreinte carbone, des secteurs sont différents, où ça note RSE. Moi, si tu me mets il ne faut pas mettre par exemple, un grand coefficient sur cette activité-là qui, pour moi, alors qu'on est par rapport à une entreprise qui pollue énormément. Donc, c'est ces choses-là. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont faites globalement, mais on n'a pas mis en place un dispositif beaucoup plus rodé pour... D'accord. Donc, peut-être un petit axe d'amélioration. Absolument. Dernière question avant de passer à la deuxième séquence, une question sur les salariés. Moi, je trouve que beaucoup de salariés, de plus en plus de salariés, à vrai dire, ont envie de s'engager au sein de leur entreprise. Tu parlais du bénévolat. Il y en a qui ont envie de faire du mécénat de compétences, de mettre leurs compétences à disposition, d'aller travailler pour des associations. Est-ce que toi, tu ressens ce besoin des salariés? Est-ce que vous avez mis des choses en place dans l'entreprise pour leur permettre de s'engager, d'aider les autres? Alors, aujourd'hui, on a quelques directeurs qui sont mentors.
Ouais. Donc ça, on l'a. Moi, je suis mentor aussi de certaines startups qui me consultent de temps en temps. Mais c'est pas fait de manière, ça on l'a pas organisé, Mmh. d'accord? Donc, deuxièmement, l'idée qu'on avait aujourd'hui avec l'ensemble des directeurs, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise a été multipliée par 10 en 6 ans. Ouais. Croissance Donc, très rapide. voilà, donc ça veut dire que les gens travaillent énormément et donc Mmh. on peut pas trop. Oui, bien Donc, sûr. par contre, ce à quoi on réfléchit et qui peut être vraiment un plus pour l'entreprise et une richesse, c'est d'être incubateur, c'est-à-dire d'essayer d'accueillir des entreprises, des startups qui sont autour de notre secteur et de les faire soit mentorer par nos dirigeants, de voir un petit peu ce qu'ils font et de leur faire bénéficier de l'ensemble. Alors on le fait, aujourd'hui on a 3 ou 4 startups qui travaillent avec nous. Donc on met une startup, on les a par exemple aidés, on leur a mis toute leur campagne marketing digitale. Une autre, on leur a fait tout leur service client. Donc on essaie de les aider. Toutes les entreprises qui effectivement nous sollicitent, on trouve un écho favorable, une Mmh. écoute favorable. Mais par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est beaucoup plus le structurer, essayer d'avoir un genre d'incubateur qui permettra d'identifier, également de faire grossir des vraies pépites qui pourront venir s'additionner dans les services que propose Intelsia. Bah, c'est très clair. Alors, on va passer à la deuxième séquence qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre deux choses et il est Ouais, interdit de répondre les deux, évidemment, Karim, hein, sinon c'est trop facile. Je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. très bien. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Douche. Côte de bœuf ou tofu? C'est quoi tofu? Ah, tofu, c'est végétal, Hein? c'est du soja. Non, alors côte de bœuf. Plage ou piscine? Plage. Avion ou train? Train, mais par nécessité Ouais, l'avion, donc j'allais dire je que peux pas aller tu partout. voyages Ouais. beaucoup. Ouais. Arrondi en caisse ou pour boire? Pour boire, Gourde ou bouteille d'eau? bouteille d'eau. Ah, un progrès à faire alors. Ouais, je sais. Euh, réunion en présentiel ou en distanciel? Présentiel. Non, parce que C'est le l'humain, distanciel, c'est gérable, mais voilà, le les contact, relations ouais, humaines. absolument, c'est très Ouais. important. Livre ou liseuse? Livre, Journaux papier ou tablette? je préfère le papier. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, on va passer à la troisième séquence qui s'intitule S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là. Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE du groupe et qui a changé la donne pour ton entreprise? Quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues? En fait, on a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent dans les auditeurs. Quels conseils tu pourrais leur donner et qu'elles pourraient mettre en place? Ah, quelle question. Alors, Et peut-être le bien-être et le management. non, absolument, c'est le Tu nous bien-être. En fait, parlais. c'est essentiellement sur cet axe-là. Mais alors, je pense la force d'Intelsia, c'est d'avoir mis en place des dispositifs qui permettent de mesurer le bien-être des collaborateurs et de pouvoir échanger avec eux. Donc nous, on a mis en place tout ce qui est café matin, par exemple, aujourd'hui. Euh, Tous les dispositifs qui ont fait, alors je vais les énumérer, Oui. c'est un petit peu disons, disons, concaténation, agrégation d'actions qui fait qu'on peut réussir à faire de sorte à ce que nos collaborateurs soient dans un environnement qui les permette de se Bienveillant dévoiler. ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, une des axes que nous mettons en place, c'est la bienveillance, la bienveillance qu'on essaie de pousser à l'ensemble des managers. Donc qu'est-ce qu'on met en place? Il y a les cafés matins. Donc aujourd'hui, dans tous les sites, lorsqu'un directeur se déplace, fait un café matin et on a généralement un report qui vient. Et le café matin se fait avec les agents directement, sans leur encadrement, pour voir quelles sont les choses, comment ils les vivent, Et donc, on a un certain nombre de feedbacks et c'est très intéressant parce que ça nous permet de vivre tout de suite, de voir la cohérence entre les choses, comment on traite un salarié, comment il est traité au niveau de sa paye, comment sa prime, est-ce qu'elle est atteignable, pas atteignable, comment il est planifié, comment est son site, son transport, est-ce que le transport est de qualité, pas de qualité, la restauration, donc des choses qui sont au quotidien. Comment son manager le traite, comment il fait ses reviews, toutes ces choses-là remontent dans les cafés matins. Et donc, ça permet tout de suite de voir et de faire les RH retravaillent directement ensuite pour voir, pour faire les ajustements, passer les bons messages, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est pour la remontée d'informations. Deuxième, c'est la donnée de l'information. Donc, on organise avec le management intermédiaire une réunion annuelle dans laquelle je passe une journée avec eux, où on leur donne les résultats de l'entreprise et on leur donne les priorités de l'entreprise. Donc, ça, c'est une demi-journée. Et dans la demi-journée, on les fait travailler pour qu'ils nous donnent qu'est-ce que veut
le floor. Qu'est-ce que les différents sites attendent comme mesure et tout. Donc ça permet de faire un échange et on le fait dans chacun des pays. Ensuite, donc ça c'est l'information, la formation après. Former les différents collaborateurs, les strates de management dont j'avais parlé tout à l'heure qui permettent ce truc-là. Donc, et ensuite, après, rétribuer. Rétribuer, c'est-à-dire dire merci à nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a tout un système on fait bien la fête, comme on dit, on play hard and work hard. Donc ça, on aime bien ça chez Intelsia. Donc je vous donne un exemple. Juste avant le Covid, on prenait 5% de tous nos best performers, on leur faisait un voyage de 3 jours et pendant les 3 jours, on faisait la fête. Et donc ça, et en même temps, c'était pour dire merci à nos agents qui travaillaient au quotidien sur ce métier-là. Donc quand vous avez des gens qui, pour la première fois de leur vie, prenaient l'avion de Madagascar, qui venaient à Marrakech pendant 3 jours, qui venaient de Côte d'Ivoire, qui venaient de France, qui venaient du Portugal, qui venaient de tous les pays, ce geste n'avait pas de prix. Donc, et tout le monde, après, vous redemande quand est-ce qu'on refait ce challenge, ainsi de suite. Donc ça, dire merci aux collaborateurs, les former, les écouter, et en même temps leur donner le sens à leur effort, fait que vous allez avoir des collaborateurs qui comprennent un peu les efforts qu'ils font, qui sont reconnaissants à l'entreprise et qui vont effectivement aller de l'avant. Donc écouter, informer, former, récompenser. Ouais, voilà, exactement. Du coup, c'est très concret. Effectivement, les entreprises qui nous écoutent peuvent mettre ça en place. Alors, ce podcast touche à sa fin. Karim, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. En 1 minute, tu peux nous dire absolument tout ce que tu veux. Passer un grand message à nos auditeurs. Non, je n'ai pas la prétention de donner un grand message, juste de dire aujourd'hui que ce qu'on vit, nous, dans un métier comme celui de notre outsourcing, là où Intelsia agit, peut être différent dans notre secteur. Donc aujourd'hui, je vais parler du secteur qui est le nôtre, qui est un secteur qui est essentiellement tourné vers l'humain. Et donc pour moi, la clé, c'est l'authenticité. Quand vous faites des choses, que ce soit au niveau de la RSE ou dans tous les niveaux, comme quand vous gérez les gens, c'est d'être authentique. Authentique pour bâtir une confiance entre les parties prenantes et pour donner le meilleur à nos clients. Mais c'est très clair comme mot de la fin. Merci beaucoup Karim pour tes conseils, pour ta vision, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Un plaisir. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Hortense Aran, fondatrice et CEO de Fleurs d'ici et de WeTrade Local. Merci à tous, bonne journée. Merci Claire. Merci.